Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition du Club mathématique. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Philippe Chassé pour son exposé intitulé Une histoire de ficelle et de clous. Bonne conférence. Oui. Donc, merci beaucoup pour l'introduction. Oui, donc le titre dit que ça parle de ficelle de clous, mais comme si vous avez lu le résumé, vous le savez, tout cela n'est une excuse pour parler de topologie algébrique. Pourquoi est-ce que je parle de topologie algébrique? Ben parce que j'étudie en topologie symplectique qui utilise beaucoup d'outils de la topologie algébrique. Donc, c'est des choses que j'ai apprises et que moi, j'ai trouvé très intéressantes. Puis normalement, ben, c'est quelque chose qu'on voit, on commence à voir uniquement en troisième année de bac si vous faites le cours de topologie. Ce qui est vraiment pas obligatoire, bien sûr. Donc, je pense que c'est comme le fun, peut-être, d'essayer de comme, convaincre les gens un peu avant qu'il y a des trucs cool en topologie algébrique. Euh, je pense que, de ce que j'ai vu de l'audience, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont vu une présentation similaire à celle-ci de ma part, parce que j'avais fait une affiche par rapport à ça au SUM il y a 2 ans, mais je considérais que 2 ans était suffisant pour la plupart des gens d'avoir soit oublié ou de soit ne pas l'avoir vu. Donc, désolé pour les gens qui ont déjà vu quelque chose de similaire de ma part. Vous allez avoir une impression de déjà vu. Donc, ceci dit, entrons dans la matière. Donc, c'est quoi, sincèrement, c'est quoi que je veux parler aujourd'hui? Donc, la mise en contexte. Il y a beaucoup de mots, c'est juste pour avoir un petit setup, vous pouvez le lire si ça vous tente. Mais sincèrement, je peux vous dire. Okay. Donc, vous devez vous imaginer. Okay? C'est loin dans votre mémoire, mais rappelez-vous d'une époque où on pouvait aller dans les bars. Okay? Dans cette époque lointaine, il arrivait que parfois, entre mathématiciens et mathématiciennes, tout le monde allait prendre un verre ensemble. Okay? La situation présente est la bière du samedi soir des Suns, mais regarde, pour votre imaginaire, vous pouvez penser à quelque chose d'autre. Donc, vous êtes tous là, autour de la table, puis comme une gang de mathématiciens qui se doit, vous êtes en train de parler de maths. Certains diraient que c'est un problème que vous parlez de maths tout le temps, mais regarde, vous êtes en vous autres, c'est bien correct. Donc, vous parlez de maths, puis là, essentiellement, c'est le genre d'histoire de comme, on se pose des questions entre eux autres, puis vous avez tous la fameuse croquade, une espèce d'affaire que comme tu portes la première journée, mais comme après, tu es comme, est-ce que je devrais encore la porter? Cette affaire-là. Okay? Donc, vous avez ça, vous êtes juste comme en train de gosser après, et quelqu'un vous pose une idée. Okay? Puis, bien sûr, je ne m'attends pas à ce que tout le monde ait une cocarde sur soi en ce moment. Ça serait un petit peu bizarre. Mais pour ma petite démonstration, pour visualiser la chose, vous pouvez prendre genre. Moi, j'ai pris comme le vieil élastique qui est sur le bord de péter, qui comme tient le papier coton au-dessus de ma mère de kombucha. Trouvez ce que vous voulez pour faire ça. Donc, vous utilisez votre vieux élastique comme même élastique. Puis, essentiellement, je vais expliquer maintenant la problématique à partir de ça. C'est juste que vous n'êtes pas obligé d'en avoir un, bien sûr. C'est juste que ça l'aide un peu à visualiser ce qui se passe. Si vous êtes moins du genre à le voir dans votre tête. OK, donc, vous avez une drôle de situation. Okay? Vous avez deux clous dans un mur. Okay? Donc, deux beaux clous bien fixés, bien solides. Vous avez utilisé un petit détecteur, là, puis comme les clous, là, ils sont dans la poutre de bois en arrière. Très bien. Puis là, euh, très important, honnêtement, là, faites attention, ne mettez pas juste votre clou dans le J-Proc. Donc, vous avez vos clous dans les poutres de bois, et puis vous avez une corde. Donc, la corde qui est représentée par le vieil élastique de kombucha. Euh, puis vous avez un cadre. Okay? Puis, nécessairement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez comme, le petit cadre, ça a comme une espèce de petite partie dentelée en arrière. Ce que vous voulez faire, c'est mettre la petite partie dentelée après votre corde, puis mettre la corde après les clous, ou comme dans l'ordre opposé, si vous voulez. Euh, puis vous voulez que ça tienne. Right? Parce que c'est pas très utile d'avoir un cadre qui ne tient pas. Cependant, vous êtes comme, hey, j'ai mis deux clous, c'est un petit peu inutile. Tu sais, comme habituellement, quand tu mets un cadre, tu mets juste un clou. Tu es comme, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus funky, qui est, OK, j'ai mis mes deux clous, sont bien fixes, mais est-ce que je pourrais avoir une situation un petit peu comique où je place ma corde de façon un peu plus exotique que ce qu'on s'attendrait, et de sorte à ce que dès que j'enlève un des deux clous, mon cadre tombe. OK? Donc sincèrement, visuellement, c'est comme si vous aviez deux doigts, vous mettiez votre élastique autour de vos deux doigts, puis essentiellement, peu importe lequel doigt vous enlevez, l'élastique tombe. OK? Ce qui n'est
pas le cas dans ce que j'ai fait ici. Okay? Et ça, c'est très important, c'est peu importe lequel. Okay? Fait que essentiellement, c'est comme si votre cadre devenait un détecteur de clous tombés. Okay? Essentiellement, il tient, puis dès qu'il y en a un des deux qui lâche, le cadre tombe. Ça fait bidding, badang, puis vous entendez ça. Donc, vous vous posez cette question-là, bien sûr, c'est une question un petit peu artificielle, comme beaucoup d'énigmes mathématiques, mais regarde, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous occuper pendant un petit moment et essayer de résoudre ça. Donc, vous vous mettez là-dessus. Donc, votre premier essai, c'est la chose évidente, c'est ce que j'ai fait au départ avec mon essai. Je fais juste mettre la ficelle autour de vos deux clous, puis vous regardez ce qui se passe. Ben, si vous enlevez un clou à cette affaire-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, essentiellement, votre élastique va juste se mettre à bandouiller, puis oui, le cadre va comme descendre un petit peu, mais il ne va pas tomber. Tout a été bien installé. Donc, vous voyez dans le schéma que j'ai fait, je n'ai pas dessiné le cadre là-dessus, mais vous pouvez l'imaginer qu'il est comme, disons, toujours sur la branche inférieure, puis qui tire. Donc ça, c'est votre première tentative, puis vous voyez que ça ne marchait pas. Vous êtes comme, on va essayer une deuxième chose. Là, vous allez dire, haha, je vais être un peu plus fancy, puis je vais faire quelque chose d'autre. Donc, ce que vous faites à la place, c'est que je pense que vous voyez ma souris normalement. Désolé. OK. Donc, vous entourez votre ficelle autour du clou de droite, disons. Vous passez les deux branches, les deux bouts de ficelle autour du clou gauche, puis vous le ramenez sur le clou de droite. OK? Disons que ça. Oh, j'ai cliqué par accident. Désolé. Donc, disons que c'est ça votre deuxième tentative. Donc, c'est un peu plus fancy. Puis, vous vous dites, ah, je suis sur le bon chemin. Parce que si j'enlève le clou de droite, qu'est-ce qui arrive? Ben, ce petit lobe intérieur droit, ben, il se ramasse libéré, puis il se ramasse en dessous. Puis là, on voit que dans le dessin droit, que si le cadre continuait à tirer sur l'espèce de lobe inférieur ici, le cadre tomberait bien à terre. Donc, c'est seulement, ça fait la job qu'on veut pour le clou droit. Cependant, si vous enlevez le clou gauche, vous avez le même problème qu'avant. Essentiellement, le cadre va descendre un petit peu, mais il ne va pas tomber. Puis là, vous pouvez vous amuser à essayer d'autres combinaisons dans ce genre-là. Et de mon expérience, tous les gens étaient à table. On a bossé quand même pendant un moment. Puis c'est dur de trouver par hasard la bonne solution à ce problème-là. C'est pas impossible, assurément, mais c'est un petit peu touché. Cependant, voyez-vous, là je pense que c'est ça, ouais, exactement. Voyez-vous, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est qu'en réalité, justement, une façon de résoudre ce problème-là, c'est de mathématiser ce problème-là et puis le voir sous l'angle de la topologie algébrique, utiliser des outils de topologie algébrique pour résoudre le problème. Puis après, vous allez obtenir une belle solution. Puis vous allez comme, ah, maintenant, je peux essayer de la réinterpréter en termes de ficelle physique. Puis vous allez voir que ça fonctionne. Je vous avertis, par contre, même la solution la plus simple n'est pas exactement. Il faut vraiment un bon bout de corde pour être capable de la faire. Il y a beaucoup de tournage à faire. C'est pas exactement ça. Mais ça se fait. Donc, le plan pour ça, c'est exactement ça. C'est tout d'abord, je vais expliquer comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette problématique-là en termes mathématiques. Ensuite, je vais utiliser ça pour introduire un petit peu de notion de topologie algébrique, faire quelques calculs qu'il nous faut. Puis ensuite, on va retourner à notre problème, puis de problème mathématisé, puis résoudre le problème mathématisé pour voir qu'est-ce que ça donne physiquement ensuite. Oui, c'est vrai, je n'ai pas dit ça, mais bien sûr, à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever votre main ou soit comme directement parler dans votre micro. J'ai confiance en vous que vous n'êtes pas comme que vous êtes bien éduqué, puis vous savez ne pas couper et embarquer sur les autres, un sur l'autre. Cependant, je dois vous avertir, je ne vois pas le chat en ce moment. Fait que ça se peut qu'un des organisateurs ou organisatrices me doivent comme, me le dire si quelqu'un écrit dans le chat parce que je ne peux pas à la fois voir le chat et partager mon écran, malheureusement. Bon, super. Donc, on commence avec la mathématisation du problème. Donc, essentiellement, j'ai discrétisé, personnellement, c'est comme ça que j'interprète la chose,
Euh, je discrétise ma problématique en 3 étapes. Donc, tout d'abord, il y a comme une proto-étape, qui je n'ai pas écrit, mais qui serait comme l'étape 0, qui est on a 2 clous qui sont dans le mur. Okay? Mais la première action qui est posée, c'est qu'on prend la ficelle et qu'on l'enroule autour de nos 2 clous. Okay? Puis bien sûr, le cadre est accroché dessus, mais on va voir un petit peu que en certain sens, le cadre est comme pas très important. C'est un peu triste parce que l'énigme commence avec cette histoire de cadre, mais en réalité, ce qui importe, c'est vraiment la ficelle et comment elle est enroulée autour des clous. Donc, tout d'abord, la première chose qui se passe, c'est qu'on enroule notre ficelle autour des 2 clous. Ensuite, on enlève un des 2 clous. Et finalement, la gravité fait son effet. Donc, ça c'est pas nous qui fait quoi que ce soit, mais c'est quand même une étape importante qu'il va falloir comme interpréter de façon mathématique. Donc, ça va être juste comme la corde. Ben, la corde, ça cloque en mot français. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, tout d'abord, la ficelle est enroulée autour de 2 clous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça mathématiquement? Okay. Tout d'abord, première étape, donc encore une fois, peut-être un petit peu beaucoup de mots, mais écoutez-moi parler. Donc, première étape, c'est qu'on dit un mur, c'est comme le plan. OK? Puis là, on met des clous. Puis là, c'est là le petit tour de passe-passe. Au problème, c'est que à place de voir nos clous comme quelque chose qu'on ajoute au mur, on va plutôt le voir comme étant le négatif, c'est-à-dire, du point de vue du mur, qu'est-ce qu'un clou, ça fait? Ça perce un trou dans le mur. OK? Vous avez trou, clou, ça rime, ça veut dire que c'est la même chose. Donc, euh, donc, essentiellement, du point de vue du mur, quand il y a 2 clous dedans, c'est comme si j'étais dans le plan et que j'en ai enlevé 2 points. OK? Puis, juste pour nous simplifier la vie, les points que j'ai enlevés, c'est le point 1, 0 et le point moins 1, 0. Okay? On va juste pas se compliquer. Donc, ça, c'est les clous qui sont placés. On est dans le plan où on a enlevé 2 points. Ensuite, ajouter une ficelle, c'est choisir une fonction continue dans le plan qui part de 0,1 okay, et qui a la propriété qui revient sur elle-même. Right? Parce que notre ficelle, c'est pas juste. Okay, on le voit plus ou moins dans le. Ah, on le voit plus comme ça. Donc, la ficelle, on le voit, c'est pas un bout de ficelle avec des extrémités, c'est bien une ficelle qui se referme sur elle-même. Okay? Donc, c'est important qu'on choisisse pas juste un bout de ficelle, mais bien un bout de ficelle qui se referme sur lui-même. Donc, en bas, j'ai dessiné 2 exemples de telles choses, puis j'appelle ces choses-là des lacets. Okay? Donc, un lacet, donc ici, donc on part à l'origine, on suit le sens des flèches, on peut potentiellement faire des auto-intersections, puis on revient. Puis, en fait, c'est très important d'un point de vue, quand on veut, du passage de comme l'univers physique à cette mathématisation-là, qu'on puisse avoir des auto-intersections, puis ça représente, du point de vue physique, ça représente des moments où un bout de ficelle passe au-dessus d'un autre bout de ficelle. Parce que, essentiellement, en passant de 3D à 2D, on a perdu une dimension. Et donc, dans la projection, dans la projection, essentiellement, ces moments-là où on a 2 bouts de ficelle qui sont un par-dessus l'autre sont représentés par des auto-intersections de notre champ. Puis, un petit point d'importance, c'est que je dis, je prends des fonctions, des lacets. Mes lacets sont continus. Vous voyez que, essentiellement, mes dessins sont lisses, donc sont plus que juste continus, mais ce n'est pas très important. Donc, en réalité, on pourrait admettre que comme nos chemins ont comme des coins ou des choses comme ça, c'est pas très, très grave. Mais c'est juste que c'est plus facile de visualiser des choses lisses. Notre cerveau est comme fonctionne un peu plus comme ça. Donc, on choisit des lacets. Essentiellement, un lacet, c'est ça. C'est juste une courbe qui se referme sur elle-même. Puis la seule règle qu'on doit respecter, c'est qu'on n'a pas le droit de accrocher les trous, right? Parce qu'il y a des clous, on ne peut pas passer à travers. Ensuite, on va interpréter la seconde étape qui est enlever un clou. Enlever un clou, c'est l'étape que le dessin est le moins intéressant, mais c'est quand même une étape importante. C'est-à-dire, enlever un clou, OK? Bon, vous allez me dire que physiquement, si j'ai fait un trou dans le mur en mettant un clou, puis j'enlève le clou, le trou est encore là. OK? Ça, c'est vrai. Cependant, du point de vue de notre mathématisation, c'est comme si le trou se ramassait bouché, parce que maintenant, alors que le clou avant empêchait notre lacet de passer, maintenant, il peut passer à travers parce qu'il y a juste plus de clou physique pour
pour bloquer notre ficelle. Okay? Donc, mathématiquement, enlever un clou, c'est de passer du plan où on a enlevé 2 points au plan où on a enlevé juste un point. Okay? Puis, on représente ça par ce qu'on appelle des injections ou des inclusions. Même chose. Donc, on a l'inclusion I qui essentiellement enlève le clou de gauche et on a l'inclusion J qui enlève le clou de droite. Donc, ça c'est mathématiquement ce que ça correspond. Et ensuite, laisser le table tomber, ben c'est essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde plus notre lacet comme faisant partie de ce plan où on a enlevé 2 points, mais bien le lacet faisant partie du plan où on a enlevé seulement 1 point. Okay? Donc, ça revient mathématiquement à considérer la composition de gamma avec I et de gamma avec J. Et essentiellement, le fait qu'ils puissent tomber, c'est demander à ce que ces chemins-là soient contractiles. Okay? Donc, contractile, j'ai écrit la définition, c'est continuellement déformable en un point. Okay? Intuitivement, un chemin continuellement déformable en un point, c'est comme si lorsque... Non, j'ai comme un bout de chaise, c'est comme si lorsque je rapetissais, désolé, le mot était dur à trouver. C'est comme si lorsque je rapetissais la longueur de mon lacet, je pouvais juste le faire jusqu'au point où ça se ramasse seulement à l'origine. Donc, dans le dessin de droite, c'est ça qui arrive essentiellement. On voit que notre chemin, il fait des choses bien compliquées, mais en réalité, il est contractile, parce que je peux juste l'envoyer à un seul point, parce que essentiellement, imaginons que j'avais comme un aspirateur à ficelle à l'origine, je pourrais juste comme absorber toute la corde, puis là, ça se ramasserait tout à l'origine, puis j'aurais pas de problème. Cependant, dans le dessin gauche, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ce satané trou qui me cause problème. Donc, si j'essayais d'utiliser mon aspirateur à ficelle à l'origine, ma ficelle ramasserait prise autour de ce trou-là, puis elle ne pourrait pas le traverser parce que, ben, sincèrement, c'est comme un trou dans le codomaine. Elle ne pourrait pas continuellement passer à travers un trou dans l'espace. Ça ne fonctionnerait pas. Ça correspond bien sûr au phénomène physique où ma ficelle ne peut pas passer à travers le clou. Malheureusement. Heureusement, probablement, en fait. Donc, ce chemin-ci, c'est un exemple de lacet qui est tel que la composition J gamma, elle, n'est pas contractile, mais I rond gamma n'est pas contractile, mais J rond gamma est contractile. Puis nous autres, essentiellement, on va vouloir un lacet où à la fois I rond gamma et J rond gamma sont contractiles. Parce qu'on veut que peu importe le clou qu'on enlève, la ficelle tombe. Super. Donc, on peut maintenant reformuler ou résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui est existe-t-il un lacet non contractile du plan auquel on a enlevé 2 points, tel que lorsque je regarde la composition avec chacune des 2 inclusions que j'ai introduites, les lacets sont contractiles. Donc, pourquoi est-ce que je veux que le lacet à l'origine soit non contractile? C'est parce que je veux qu'à la base, mon cadre tienne. Puis après, je veux que dès que j'enlève un des 2 points, le cadre tombe. Okay. Donc, maintenant, la question c'est, wow, super, on a fait toute cette job-là, on a pour comme réduire cette question-là de clou et de ficelle en une question mathématique, mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on résout cette question mathématique? Puis bien sûr, vous en doutez, c'est avec la topologie algébrique, sinon, comme je n'aurais pas dit ça au départ. Donc, faisons ceci. Donc, un peu de topologie algébrique. On commence par définir cette quantité qui s'appelle le groupe fondamental. Un nom quand même fancy, mais c'est un peu super. Donc, OK, juste un petit peu de notation avant de rentrer. Je pense qu'une dénotera est un anglicisme dans cette situation-ci, mais bon, peu importe, trop tard. Donc, X, à chaque fois que j'écris X, ça va être le plan auquel j'ai enlevé soit mes 2 points ou soit j'ai enlevé un des 2 points. Okay, donc, c'est le mur avec 2 clous ou avec juste un des 2 clous. Donc, pour un X parmi ces espaces-là, je peux définir une quantité qui s'appelle le groupe fondamental. Donc, c'est quoi le groupe fondamental? OK. Essentiellement, le but du groupe fondamental, c'est de résoudre le problème suivant qui est des lacets dans le plan, il y en a en sacrement. Okay? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est très difficile de travailler avec tous ces lacets-là en même temps.
Donc, l'astuce pour tourner ce problème-là, c'est juste, on ne va pas regarder tous les lacets, mais on va regarder tous les lacets à une relation d'équivalence près. Okay? C'est ça le groupe fondamental. Essentiellement, c'est on regarde tous les lacets à une relation qui s'appelle homotopie près. Okay? Et comment est-ce qu'on détermine que deux lacets sont homotopes? C'est lorsque deux lacets peuvent être continuellement déformés un dans l'autre. Encore une fois, ça dépend du X en question, la définition d'être continuellement déformable un dans l'autre. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des clous dans le mur, je ne peux pas passer à travers. Donc ça pourrait empêcher à ce que deux lacets soient déformables un dans l'autre. Donc j'ai pris un exemple à la page suivante. Par exemple, le chemin qui faisait des trucs un peu funky, ben, c'est la même chose que juste un petit lacet simple qui fait juste un tour dans le sens anti-horaire autour de notre point. Parce que ça marche, je peux juste tout ramener encore une fois dans un beau petit cercle, puis ça, c'est pas un problème. Donc, physiquement, qu'est-ce que ça représente une homotopie? C'est juste, j'ai ma ficelle physique, puis je fais juste jouer avec, puis la déformer un petit peu. Okay? C'est juste ça, une homotopie. Donc, ça correspond à cette intuition physique-là. Puis un peu, ça explique aussi pourquoi on veut quotienter par cette relation d'équivalence-là, parce que, ben, je veux dire, un lacet, si je prends mon élastique comme ça, ou si je prends mon élastique comme ça, un peu plus mou, c'est pas mal la même affaire du point de vue de notre problème. C'est un peu pour ça. Donc, on a cet espace-là. Donc, on prend toutes les lacets, on concentre cette relation d'équivalence-là, puis on espère que les choses se comportent mieux à partir de là. Okay? Puis, une petite partie de notation, on va continuer. Je vais utiliser la notation ensemble vide pour parler de la classe du chemin constant. C'est-à-dire tous les chemins qui sont continuellement déformables dans le chemin constant. Puis, le chemin constant, c'est quoi? C'est le chemin où tu fais rien. Essentiellement, c'est le chemin qui part de 0,1 dans X, puis qui est juste, il reste à l'origine en tout temps. Okay? Donc, ça, dans le langage qu'on a utilisé précédemment, c'est précisément la classe qui contient tous les chemins contractiles. Okay? Donc, être contractile, comme j'ai dit, c'est la même chose que je puisse le continuellement déformer dans un point. C'est la même chose qu'être homotope au chemin constant. Okay? Donc, super. Donc, good. J'ai mon groupe fondamental. Quand c'est un petit peu abstrait, on va calculer des exemples bientôt pour mettre un peu plus d'idées sur ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est ça, ça semble être une grosse machine LED affreuse, mais ça donne qu'en réalité, c'est quand même gentil comme chose. OK. Puis là, c'est une petite parenthèse, une petite moyenne grosse parenthèse que je vais faire. Donc, essentiellement, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, normalement, si vous avez fait le cours de maths discrète, vous aviez déjà les notions nécessaires pour le voir. Là, je vais peut-être parler de trucs un petit peu plus spicy, qui sont plus comme propres au cours d'algèbre 1. Cependant, n'ayez pas peur, je vais quand même essayer de m'assurer que ça soit accessible pour relativement tout le monde. Mais sachez que si vous ne suivez pas exactement tout ce que je dis là, il n'y a pas de problème. C'est plus un peu pour expliquer un peu plus de contexte pour ceux et celles qui peuvent, pas qui peuvent, mais qui connaissent les choses, connaissent un petit peu plus. Donc, sur cet ensemble-là, parce qu'a priori, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un ensemble qui était l'ensemble de lacets, on l'a constaté par une relation d'équivalence, on a un nouvel ensemble. Puis a priori, c'est juste ça le groupe fondamental, c'est juste un ensemble. Mais ça donne qu'il y a quelque chose de plus, il y a une certaine notion de multiplication. Okay? C'est quoi concrètement cette multiplication-là? Je la note par un hashtag, puis c'est la concaténation. Okay? Donc, hashtag concaténation. Je ne sais pas pourquoi c'était quand même, ça va le standard pour la concaténation. Mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est juste, si j'ai un chemin, puis j'ai un second chemin, ben, je peux obtenir un troisième chemin en juste disant ben, qu'est-ce que je fais? C'est je parcours le premier chemin 2 fois plus vite, puis j'arrive en moitié de temps, à autant une demi à la fin. Puis après, ben, je parcours l'autre chemin pour l'autre moitié du temps. Puis maintenant, j'ai un nouveau lacet qui est juste faire les deux lacets un après l'autre. Donc, rien de temps funky, c'est comme absolument simple comme multiplication. Mais ça donne que cette multiplication-là a plein de propriétés magiques. Donc, le premier truc, c'est qu'elle est bien définie. Donc, ça, c'est la partie qui n'est pas évidente, a priori, mais qui est que si... parce qu'on se rappelle que mes éléments ne sont pas des lacets, mais sont bien des classes d'équivalence de lacets. Donc, essentiellement, il faut que je puisse dire, lorsque je prends des représentants de classe, puis je fais cette opération de concaténation-là,
c'est comme compatible avec ma relation d'équivalence. Okay? C'est-à-dire, si je prenais n'importe quel autre représentant de la classe de gamma 1 et de la classe de gamma 2, le petit chemin que j'obtiendrais par concaténation serait homotope au chemin que j'avais eu auparavant. Donc, ça donne que ça l'est. Ça donne que c'est associatif. Ça, c'est moins agréable comme preuve, mais c'est vrai. Ça donne que ça a un neutre. Ça, le neutre, c'est là où on s'attendait à celui-là. Parce que on pense au chemin constant, justement. Ben, si je concatène un lacet, puis après, je fais juste rien, ben, c'est comme si j'avais juste fait le lacet, right? C'est la même chose. Donc, concaténé par le chemin constant, ça ne fait rien. Et donc, c'est un élément neutre pour cette notion de multiplication-là. Et le plus important, c'est que chaque élément a un inverse. Okay? Donc, c'est-à-dire, et l'inverse, en fait, est quand même simple, c'est si je, par exemple, si je retourne justement à ce lacet-ci, qui est juste un loop dans le sens antihoraire, ben son inverse, c'est le même loop, mais dans le sens horaire. Okay? Pourquoi? Parce que essentiellement, si je fais celui dans le sens horaire, ensuite je fais celui dans le sens antihoraire, je peux juste continuellement déformer tout le reste, puis passer autour de mon trou problématique, puis revenir à l'origine, puis j'ai plus de problème. Okay? Donc, si vous n'êtes pas 100% convaincu qu'il existe un inverse, ce n'est pas très grave, on ne va pas particulièrement utiliser ce fait-ci, mais c'est le fun à savoir. Et donc, encore une fois, pour ceux et celles qui ont fait algèbre, vous allez reconnaître que Pi1, c'est un groupe. Puis là, ça explique un peu pourquoi ça s'appelle le groupe fondamental, ben parce que c'est un groupe. Okay? Notez cependant un point qui est très important, c'est que le groupe n'est pas abélien. Donc, essentiellement, concaténer gamma 1 avec gamma 2, ce n'est pas la même chose que concaténer gamma 2 avec gamma 1. L'ordre importe. OK. Ensuite, la deuxième étape, c'est que non seulement est-ce qu'à chaque espace, on a un groupe, mais nos inclusions induisent ce qu'on appelle des homomorphismes. Puis concrètement, c'est quoi des homomorphismes? C'est simplement des applications entre groupes qui respectent la multiplication. Elles sont compatibles d'une certaine façon entre les opérations. Okay? C'est seulement l'application qu'elle induit, c'est juste, je prends un lacet, puis je le vois maintenant dans mon espace où, donc, je prends un lacet dans le plan où j'ai enlevé 2 points, puis je le vois maintenant dans le plan dans lequel j'ai enlevé 1 point. Okay? Ça donne que cette chose-là est toute bien définie, ça respecte toutes les relations d'équivalence qu'on a vues auparavant, puis ça respecte justement l'opération. C'est-à-dire, si je concatène un premier chemin avec un second chemin, puis ensuite je l'inclus dans mon espace avec juste un clou, ben, c'est la même chose que si j'avais pris mon premier chemin, je l'avais inclus, j'avais pris mon deuxième chemin, je l'avais inclus, puis ensuite, je les avais concaténés. Donc, c'est un petit peu intuitif quand même. C'est juste la concaténation s'en fout un petit peu dans quel espace on est, en guillemets. Donc, cool. Donc, non seulement on a à chaque espace parmi nos choix de X, on a un groupe, mais nos inclusions, en réalité, induisent des homomorphismes entre ces groupes. Donc, encore une fois, si vous êtes un peu perdu, faites juste dire dans notre ensemble, essentiellement, il y a une application entre, il y a une fonction entre l'ensemble du plan où on a enlevé 2 points et l'ensemble du plan où on a enlevé juste un point, qui est induite par notre révision, puis somehow, ça a du sens avec cette histoire de concaténation. Puis pourquoi est-ce que ça, c'est cool? Hein? Ben, c'est parce que maintenant, on peut réécrire le fait que I rond gamma et que J rond gamma sont contractiles par simplement le fait que gamma est dans le noyau, donc K c'est le noyau de l'homomorphisme, mais de chacun des homomorphismes. Puis c'est quoi le noyau d'un homomorphisme? Je le rappelle pour ceux et celles qui l'ont soit oublié ou qui ne le savaient pas, c'est l'ensemble des éléments dans le domaine de l'homomorphisme, tel que lorsque j'applique la fonction, j'obtiens l'élément neutre. Donc, c'est essentiellement cette égalité-là, I dièse de gamma égale mot vide, c'est une façon très fancy de dire que I rond gamma est contractile. Okay? Donc, c'est juste une reformulation. Okay? Donc, c'est vraiment toute cette partie-là de topologie algébrique, c'est juste, on prend toutes ces notions qui sont plus près du monde physique, puis on fait juste leur donner des noms un peu plus funky, puis on voit ça plutôt comme un problème d'origine algébrique.
Pourquoi si on fait ça? C'est parce que ça donne que l'algèbre, c'est très gentil, puis ça résout beaucoup de problèmes pour nous. Essentiellement, on sait comment faire beaucoup de choses grâce à l'algèbre. Donc, on peut reformuler une dernière fois notre problématique en disant existe-t-il un élément dans l'intersection des deux noyaux qui n'est pas le chemin constant? C'est bien sûr, le chemin constant est toujours dans le noyau, parce que si j'ai mon chemin constant, puis je l'inclus dans un nouvel espace, ben c'est encore le chemin constant. Ça ne change pas. Ça. Donc, nécessairement, on cherche un élément qui va être à la fois dans chacun des deux noyaux, mais qui ne va pas être le chemin constant. Donc maintenant, avec cette nouvelle reformulation-là, ce qu'il faut faire, c'est calculer cette intersection-là. Puis là, essentiellement, ça va nous donner notre réponse. Donc, maintenant, calcul de groupes fondamentaux, c'est exactement ce qu'on va faire. Okay? Donc, pour pouvoir calculer les noyaux, tout d'abord, il faut calculer c'est quoi. Bon, on n'aurait pas nécessairement besoin de faire ça, mais dans ce cas-ci, c'est ça qu'on va faire. C'est quoi chacun des groupes fondamentaux qui nous intéressent? Puis, à partir de ça, on va pouvoir dire, OK, ben, on sait c'est quoi chacun des groupes fondamentaux. Maintenant, c'est quoi l'application entre ces groupes-là? Puis là, à partir de ça, on va pouvoir trouver les noyaux. Donc, super. Donc, on commence par le groupe fondamental du plan auquel on a enlevé seulement le trou à droite, ou alternativement, c'est le plan où on a enlevé le clou à gauche. C'est opposé. OK, donc, essentiellement, on appelle par A la classe représentée par le lacet qui fait un tour dans le sens antihoraire autour du point. Donc, si on retourne encore une fois dans nos dessins précédents, c'est un petit peu plus loin que je pensais, A, c'est exactement la classe de ce lacet-ci. Donc, ça, on appelle ça, essentiellement, on n'appelle pas le lacet A, mais on appelle la classe d'équivalence associée à ce lacet-là A. Donc, on a ceci. On a A, OK? Encore une fois, ça c'est toujours important. Okay? Puis après, ce qu'il faut se convaincre à partir de là, c'est que en réalité, tout ce qui importe, c'est le nombre de tours qu'on fait autour de notre point. Okay? Du point de vue de l'homotopie, tout ce qui importe, c'est le nombre de tours. Comme encore une fois, je retourne encore dans mon truc précédent, désolé. Mais les petits trucs bizarres que je fais ailleurs où je me ramasse à comme faire un tour dans l'autre sens, c'est pas important. Tout ce qui importe, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à ce trou-là à droite. Okay? Puis, essentiellement, après ça demande un petit peu plus d'effort, mais après, on peut se convaincre que faire un tour, faire deux tours, c'est différent. Puis faire un tour dans ce sens-là, c'est différent que faire un tour dans l'autre sens. Okay? Du point de vue de la topologie, c'est parce que le plan auquel on a enlevé un point, le terme fancy, c'est homotopiquement équivalent à, du point de vue de la topologie, en beaucoup de regards, le plan auquel j'ai enlevé un point, c'est la même chose qu'un cercle. Puis après, une fois que tu es dans le cercle, tout ce qui importe, c'est le nombre de tours que tu fais autour de ton cercle. Super. Donc, essentiellement, ce que je viens de dire, en termes algébriques, c'est que le groupe fondamental du plan auquel j'en fais un point, c'est le groupe libre à un générateur, qui est essentiellement des entiers, mais qu'on va plutôt visualiser comme ceci. C'est-à-dire, on a notre champ constant, après on a notre générateur qui est A, qui est la classe représentée par ce tour dans le sens horaire, puis tous les autres éléments, c'est juste des multiples de ça. C'est-à-dire, on fait un tour, on fait deux tours, on fait trois tours, ou on se met à faire des tours dans le sens opposé. Ça, c'est le A-1, les tours dans le sens opposé. Okay, donc ça donne ça. Puis, par la même logique, essentiellement, on s'entend que le groupe fondamental du plan avec le trou à droite puis du plan avec le trou à gauche, c'est essentiellement la même affaire. Donc, essentiellement, on va juste appeler le générateur dans ce cas-là B. Okay, donc, encore une fois, on va dire, je prends le lancer qui fait un tour autour du trou à gauche, dans le sens A, dans le sens entière, j'ai appelé ça B. J'en avoir juste un. C'est tout. Super. Donc, j'ai le groupe fondamental du plan auquel j'ai enlevé un point, peu importe c'est quoi le plan. Un que le générateur s'appelle A, l'autre que le générateur s'appelle B. Puis là, essentiellement, on se dit, OK, mais ça, qu'est-ce que ça me dit sur le plan auquel j'ai enlevé deux points? Okay? Essentiellement, ça me dit que le générateur A
puis les générateurs B vont continuer à exister parce que définitivement, si je ne pouvais pas les déformer à un plan constant lorsqu'il y avait un point, bien, définitivement, je ne peux pas plus le faire lorsqu'il y avait 2 points en moins. Ça va juste empirer les choses. Okay? Puis la façon formelle de passer du groupe fondamental du plan moins un point au groupe fondamental au plan auquel on a enlevé 2 points, c'est un truc qui s'appelle le théorème de Van Kampen, mais on ne va pas faire ça. Et on va plutôt se dire, OK, on se croit que, comme j'ai dit, on va encore avoir les générateurs A et B. Puis là, c'est là la petite magie qui se passe, qui demande un peu plus de foi dans les mathématiques, que non seulement est-ce que j'ai le générateur A et B, mais j'ai pas d'autres générateurs et il n'y a pas de relation entre ces générateurs-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de façon que comme, si je fais genre 3 fois le tour de B, c'est la même chose que si je faisais si je faisais 3 fois B, donc 3 fois le tour autour du clou de gauche, ben c'est comme si je faisais genre un tour autour du clou de droite, quelque chose genre. Il n'y a pas de telle relation comme ça. Puis, encore une fois, je reviens au point que j'ai dit précédemment, qui était le groupe n'est pas abélien, c'est-à-dire l'ordre dans lequel je multiplie importe. Et donc, essentiellement, le groupe fondamental, c'est l'ensemble des combinaisons de A et B que je fais. Et l'ordre importe. Donc, en termes algébriques, c'est l'ensemble des mots avec les lettres A et B. Donc, essentiellement le groupe où on avait juste où on avait enlevé seulement un point, c'était l'ensemble des mots qu'on faisait avec juste la lettre A ou juste avec la lettre B. Maintenant, lorsqu'on a enlevé les 2 points, c'est l'ensemble des mots qu'on fait avec la lettre A et B. Okay? Ce pas des mots très intéressants, ça va être genre A, B, 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 A, mais on appelle ça quand même des mots. Okay? Puis bien sûr, pour simplifier notre notation, si il y a comme 3 A d'affilée qui arrivent, ben, on va juste écrire ça comme étant A cube. Puis on prend bien sûr la convention que A à la 0, c'est 1. En fait, c'est le chemin constant. Donc, encore une fois, on a le chemin constant. Puis là, c'est là que ça explique pourquoi j'utilisais le symbole de ensemble vide, désolé. C'est que c'est ce qu'on appelle le mot vide. C'est le mot où il n'y a rien dedans. Donc, pour se convaincre que effectivement l'ordre importe, j'ai fait ce petit dessin ici. Okay? Donc, ceci, c'est un lacet qui représente le mot A, B, A-1. Pourquoi? Parce que je commence et je fais un tour dans le sens anti-horaire, désolé, je me mange tout le temps. Je fais un tour dans le sens anti-horaire autour du trou de droite. Donc ça, c'est A. Ensuite, je fais un tour dans le sens anti-horaire encore autour du trou de gauche. Ça, c'est B. Puis je reviens, puis je fais un tour dans le sens horaire autour du trou de droite. Ça, c'est A inverse. Okay? Donc ce lacet-ci représente le mot AB A-1. Cependant, ceci n'est pas équivalent à B. B, ça serait juste, on se rappelle, un tour dans le sens antérieur autour du trou droit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce satané trou à droite. Right? Fait, ce trou-là m'empêche de pouvoir déplacer mes 2 bouts de ficelle, si on voit encore du point de vue physique. Ça m'empêche de voyez, ces 2 bouts de ficelle-là, puis comme les mettre de l'autre bord de mon trou. Essentiellement, le trou bloque ça. Cependant, le point d'importance, c'est que lorsque je vais inclure ça dans mon espace où j'ai juste le clou de droite, là, je vais pouvoir faire cette déformation-là. C'est ça l'important. C'est toute là la petite subtilité qui change tout. Okay? Donc, c'est exactement ça que j'ai écrit ici, c'est-à-dire l'inclusion A, qu'est-ce qu'elle fait? Rappelons-le, du point de vue physique, ça revient à enlever le clou de gauche. Okay? Lorsque j'enlève le clou de gauche, qu'est-ce qui arrive? Je tue B, parce que maintenant, je peux rétracter cette partie-là, mais je garde A. Donc, par exemple, sur ce mot-là, A, B, A-1, si j'enlève B, qu'est-ce qui me reste? Il me reste A, A-1, puis A, A-1, c'est constant, right? Parce que A, A-1, c'est l'inverse de A. Donc, essentiellement, ça, on peut le voir visuellement par le fait que si j'enlevais ce trou-ci, maintenant, je pourrais juste tout prendre cette partie-là, puis l'homotoper, puis la ramener à l'origine. Par la même logique, J, qu'est-ce qu'il fait? Il tue plutôt le générateur A, mais il garde le générateur B. Donc, encore une fois, si j'enlève ce trou-ci, comme j'ai dit, maintenant, je peux
traverser les deux bouts de ficelle, puis là, je reviens à B. Donc, essentiellement, lorsque j'utilise l'application induite par J, ça va être vrai que A, B, A-1 est égal à B dans cette situation. Parce que j'en vais tuer A. Puis là, ça, j'ai réécrit ça, étant donné que c'est des homomorphismes, d'un point de vue sur un mot général. Donc, si je prends un mot quelconque, puis j'applique l'application induite par I, je vais juste me débarrasser de tous les B, parce que c'est ça que ça fait. Puis tout ce qui va me rester, c'est plein de A d'afflux. Puis de même logique, si j'applique J, je vais tuer toutes les A, il va juste me rester un mot qui va juste être plein de B, un après l'autre. Et on peut finalement résoudre le problème. Pourquoi? Parce que, OK, j'en reviens, désolé. Donc ça me dit que lorsque j'applique l'application induite par lorsque j'applique l'application induite par I sur un mot quelconque, pour que ça donne le mot vide, il va falloir que la somme de mes NI soit égale à 0. Right? Parce que A égale à 0, c'est le mot constant. De même, lorsque j'applique J sur mon mot, il va falloir que la somme des MJ soit égale à 0. Parce que, encore une fois, B à la 0, c'est le mot vide. Donc, la solution du problème, c'est l'intersection des noyaux, c'est précisément l'ensemble des mots en A et B, tels que la somme des puissances des A. En fait, c'est le nombre de fois que A arrive ou A peut arriver en quantité négative. Donc, le nombre de fois que A arrive est égal au nombre de fois que B arrive est égal à 0. Encore une fois, il faut se rappeler que les lettres peuvent arriver en quantité négative. Donc, essentiellement, tout ça revient à dire que le mot le plus facile que je pourrais faire avec ça, ce serait A, B, A-1, B-1. Bon, le mot le plus simple, ce serait le mot vide, mais on a dit qu'on ne veut pas le mot vide parce qu'on veut que notre cadre tienne au départ. Donc, si on revient à ça, donc l'exemple le plus simple qui est non trivial, c'est AB, A-1, B-1. Okay, donc ça, essentiellement, c'est le mot le plus simple. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans tout ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire AB, A-1, B-1. Ça correspond à quoi comme lacet? Puis ce lacet-là, ça correspond à quoi comme corde? Et là, j'ai fait un petit dessin. Voici la corde, voici une corde qui font un arrangement de ficelle qui fonctionne. Essentiellement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait auparavant, mais il y a, comme dans le C2, mais il y a une petite twist de plus, essentiellement. Puis là, ça, c'est vraiment dur à visualiser que ça fonctionne. Parce que moi, je trouve ça personnellement difficile. Mais vous pouvez essayer de le faire avec vos doigts, essentiellement, là, comme vous prenez 2 doigts, puis votre élastique de kombucha, puis vous essayez de comme refaire cette configuration-là avec vos doigts. Puis vous allez voir que dès que vous enlevez un de vos doigts, vous allez être capable d'enlever l'élastique, essentiellement. Donc, ceci, je crois, conclut ma présentation. Un peu plus vite que je pensais, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, ça conclut ma présentation, je pense. Oui, exactement. Donc, merci de votre attention. Je peux répondre à vos questions s'il y en a, mais je pense que je vais rester sur cette image-là si quelqu'un essaie de le faire réellement. Donc. Si c'est pas de questions, c'est correct aussi. Ouais, moi j'ai une question. Ouais. Je sais pas si... Ouais, est-ce qu'il y a. Ben, c'est ça, ok, c'est vraiment nice comme présentation, je n'avais pas pensé à ça. Moi, tantôt, quand tu avais posé le problème, puis tu avais dit comment on sait si genre un lacet va marcher ou pas, j'avais tendance à. Puis je sais pas s'il y a un lien avec ça, là, mais j'avais tendance à. Tu prends les fonctions genre 1 sur z moins 1, puis 1 sur z plus 1, qui sont des fonctions à variables complexes, puis tu les intègres sur le lacet que tu veux tester si ça marche ou pas, puis tu regardes si les deux fonctions donnent 0 quand tu les intègres à cause du théorème des résidus. Oui, essentiellement, ce que tu dis devrait fonctionner. C'est ultimement le théorème des résidus, s'interprète en termes topologiques. Essentiellement, ce que je présente ici, c'est la même chose que tu présentes ici. Ça donne que comme l'analyse complexe puis
est comme tellement jolie qu'elle fonctionne comme la topologie, en un certain sens. Fait que ce que tu proposes devrait fonctionner, je pense. Hein. Mhm. C'est juste. Essentiellement, les deux, ça ne paraît pas à première vue, définitivement, mais ça donne que les deux formulations sont équivalentes. Qui fait que, genre, dans le fond, le théorème des résidus a une interprétation topologique, c'est ça? Mm-hmm. Exactement, ouais, c'est ça. Ça compte un petit peu. Attends, là, faut que tu fasses un petit peu attention, mais tu sais, c'est parce que. Puis ultimement, tu le vois un petit peu parce que, tu sais, dans le théorème des résidus, le chemin, tu sais, comme quand tu fais ton intégral autour de pôle, le chemin que tu prends n'importe pas, right? C'est peu importe comment tu déformes ton chemin, tu vas toujours obtenir la même intégrale. Ce qui importe, c'est les pôles à l'intérieur. Fait que si tu vois tes pôles. Oh, je pense que j'ai. Non, je n'ai pas coupé, désolé. Des fois, ça arrive que mon internet bug. Si tu vois tes pôles comme des trous dans ton plan, ben, c'est un peu la même chose que ce que j'ai dit, right? Ouais, ouais. C'est ça. Fait que c'est un peu, c'est ça le lien essentiellement. Ben, c'est intéressant. Moi, j'avais une question, sinon, Jean-Philippe. Jean-Philippe a gelé. Oh, ça va. Donc, tu peux juste réessayer pour ça. Est-ce que je peux quoi? OK, c'est parce que en tout cas, je pense que tu m'as juste pas entendu, mais je me demandais si je pouvais poser une question, Jean-Philippe. Oui, désolé, OK. mon internet a bugué. C'est correct. Implicitement, tu considères ici, vu que tu tombes en 2D, là, tes intersections, tu considères que c'est pas vraiment d'importance que ta ficelle te la fasse passer par-dessus ou par en dessous. Tu peux-tu démontrer que ça marche pour tous les éléments de ton intersection de noyau ou on pourrait potentiellement trouver un cas où, genre, même si ton lancer est contractible, en réalité, en 3D, dépendamment de comment tu mets tes cordes, elle va comme se bloquer sur elle-même autour d'un seul clou, genre? Ben, premièrement, deux commentaires à faire. C'est que, en fait, j'enregistre si la corde est au-dessus ou si la corde est en dessous. Parce que euh, le lacet, il y a une orientation. Donc, essentiellement, il y a, en fait, il y a une paramétrisation même. En fait, s'il y a un point de tour d'intersection, il y a deux temps différents ou, mettons une intersection simple, il y a deux moments différents qui passent dessus. Il y a un temps antérieur et un temps ultérieur. Mhm. Moi, je peux juste prendre la convention que dès que j'ai un temps antérieur, ça veut dire que la corde est en dessous. OK. En fait, ça enregistre le sens des. Ça enregistre si je mets ma corde au-dessus ou si je mets ma corde en dessous. Cependant, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il y a des. En projetant en 2D, j'enregistre pas la pleine complexité de OK, comment. mais avec ta convention, je l'imagine qu'on pourrait imaginer qu'elle avance tout le temps un petit peu légèrement en 3D, et donc peu importe le clou que tu fais, ils finissent tout Voilà. le temps par se défaire. OK, ouais, ça marche. Ça Exactement, tu marche. pourrais le voir exactement comme ça. Cool, ben merci beaucoup. Pas de problème. Jean-Philippe, s'il n'y a pas d'autres questions, le prof va en poser une. Peux-tu repartager ta présentation? Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il y a un dessin qui me rend perplexe, c'est celui où tu calcules AB en -1. Oui, AB en -1, c'est. Attends, Justement pour dire que ce n'est pas B. Ouais. OK, prends le petit bout qui part de l'origine. Il n'y a rien qui t'empêche de le défaire puis de l'envoyer juste à ce qui tourne rien qu'autour de B, non? Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose que je n'ai pas mis assez l'accent là-dessus, mais je prends mes homotopies relatives aux extrémités. Donc, je n'ai pas le droit de déplacer le point de base. OK. Donc, c'est vrai qu'effectivement, si j'avais le droit de. C'est ça, ultimement, il y a une différence entre homotopie avec. Essentiellement. Avec un point privilégié ou libre. OK. Exactement. Non, parce qu'effectivement, sinon, ça serait vrai. Il y aurait des relations. Ouais, définitivement. Merci beaucoup. Pas de problème. Bon, ben, je pense que dans ce cas-là. Je ne crois plus qu'il y a de questions. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ta présentation. C'était très, très bon.
Pour les prochains clubs maths, malheureusement, dès la semaine prochaine, il y a les intras. Et dans 2 semaines, les intras. Dans 3 semaines, la semaine de lecture. Donc, on va simplement se revoir dans 4 semaines après tout ça. Ça a été court avec la date qu'on a commencé plus tard, mais j'espère qu'on va pouvoir se reprendre après la semaine de lecture avec des conférences tout aussi intéressantes que celle d'aujourd'hui. Donc, à la prochaine.